Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Nous sommes jeudi 14 avril 2022 et voici l'actu du jour. À Petit-Ré-d'Erchin, l'ancienne coopérative a été reprise par la société Placôme. Le bâtiment était à l'abandon depuis plus de 20 ans. L'entreprise souhaite le faire revivre et y installer des bureaux, un magasin et des cellules commerciales. La microcrèche Les Petits Verriers à Montbronn est un véritable succès. En seulement 2 ans, la structure a su trouver son public, survivre à la crise sanitaire et développe aujourd'hui de nouveaux projets. Il sera peut-être la voix que tout le monde retiendra cette année. Matteo Licata, le jeune talent d'Homburo, jongle entre ses apparitions dans l'émission The Voice et ses cours de terminale. Et enfin, à Sarreguemines, la traditionnelle fête foraine de Pâques s'est installée sur le parking de la Grande Armée. Les attractions seront disponibles jusqu'au 24 avril. Et avec moi sur ce plateau, David. Salut David. Salut Margot. Tu étais hier soir au conseil de la communauté des communes du Pays de Bitche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une étape indispensable et déterminante pour toute collectivité. Hier soir, elle a voté son budget primitif. On en parle tout à l'heure. Ok, on verra le résumé avec toi tout à l'heure. Et plus tard dans cette émission, vous découvrirez un magazine sur la coopération entre le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche et les forces militaires ivoiriennes. Les forces françaises forment celles de la Côte d'Ivoire afin qu'ils soient prêts à lutter contre la menace terroriste dans le nord du pays. On verra ça tout à l'heure. Mais avant, un chantier d'envergure attend l'entreprise Placôme. Cette société de rénovation intérieure a repris l'ancienne coopérative agricole à Petit-Ré-d'Erchin. Les 1800 mètres carrés de la friche vont être totalement réhabilités. L'entreprise est déjà à pied d'œuvre dans les travaux. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. L'ancienne friche de la coopérative agricole à Meyerhof aura une seconde jeunesse. L'équipe de la société Placôme, basée à Petit-Ré-d'Erchin, a débuté les travaux de réhabilitation depuis une semaine. Le gérant, Martial Schwalbach, a pris le risque d'investir dans ce bâtiment et de le rénover. Son entreprise a maintenant 10 ans d'existence et ce projet lui plaisait. J'ai une équipe de 7 personnes maintenant qui me suit, qui depuis maintenant 2-3 ans. Et on peut agrandir un peu les chantiers. Et puis en même temps, ça va remettre un peu d'ordre dans le village, parce que c'est vrai que c'était une plaie à l'entrée du village d'avoir ce bâtiment-là qui a été laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans. L'ancienne coopérative fera peau neuve. À l'intérieur, les 1800 mètres carrés seront entièrement aménagés. Placôme disposera d'un magasin, d'un showroom et des nouveaux bureaux à l'étage. Les vieux silos au rez-de-chaussée feront place à l'arrière à plusieurs cellules commerciales ou artisanales à louer. Juste au-dessus d'autres cellules ou des bureaux en fonction des demandes. Le grenier pourra accueillir des événements comme des mariages. Mais aujourd'hui, l'heure est à la démolition. On a arraché tous les murs, on vérifie un peu tout, on regarde. Il y a eu pas mal d'infiltration d'eau, donc on va devoir changer pas mal de poutres, des choses qui ont pris l'eau, quoi. Et puis une fois qu'on a tout mis à zéro, on va recommencer à construire. Plusieurs tranches seront terminées courant de l'année avec une fin des travaux pour 2023. Une société s'est déjà prononcée pour louer une des cellules. Le coût total du chantier est estimé à plus d'1 million d'euros avec beaucoup d'investissements personnels. Mais Martial peut compter sur une équipe soudée pour cette nouvelle aventure. Allez, on passe maintenant à la chronique politique avec David. Hier soir, c'était une étape clé dans la vie de la Comcom du Pays de Bitche, le vote du budget prévisionnel 2022. Avant d'attaquer les hostilités, un hommage a été rendu à Gérard Stocki, maire de Meisenthal, décédé ce lundi. En voici un extrait. Si son départ nous laisse aujourd'hui dans l'émoi et la tristesse, c'est parce que Gérard était un homme au service des autres. Nombreux sont les projets qui lui tenaient à cœur et qu'il ne pourra voir aboutir. Président de l'amicale des sapeurs-pompiers, il se sera engagé sans compter pour ses collègues. Il aura porté avec les élus et son chef de centre le projet de construction de la nouvelle caserne afin de permettre aux services de secours d'avoir des équipements opérationnels, efficaces et performants. Cette construction pour laquelle il a tant milité a été validée ce lundi soir, après le conseil d'administration du SDIS de la Moselle, quelques heures après son départ. Discret, méticuleux, posé et dévoué sont des qualités que tous lui reconnaissent. Gérard s'en est allé précipitamment sans avoir la fierté de voir aboutir le projet de restructuration du site verrier. Gérard puisait sa bienveillance dans ses convictions. Il aspirait à défendre une société plus progressiste et plus solidaire. Les injustices le peinaient terriblement.
Ce soir, le Pays de Bitche rend hommage à un maire exemplaire et dévoué. Ce soir, le conseil communautaire rend hommage à un collègue attentionné et engagé. À sa famille et à ses amis, nous adressons nos plus sincères condoléances. Gérard Stocky était vice-président en charge des services techniques et de l'entretien du patrimoine à la Comcom. Le poste est désormais vacant. Les obsèques auront lieu samedi matin. Une gerbe y sera déposée au nom de la collectivité. Et que s'est-il passé durant le reste de la séance ensuite ? Après cet hommage, le Conseil s'est attaqué aux différents budgets. Il y en a 4 en tout, le budget général et 3 budgets annexes, le CIAV, le très haut débit et les ordures ménagères. Voici un récapitulatif des chiffres pour l'année 2022 dans ce résumé de Catherine Henrich. 11 points étaient à l'ordre du jour du Conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche. Des affaires financières en majorité puisqu'il était question du vote du budget primitif de la collectivité. Le budget global de la CCPB s'élève à près de 24 millions d'euros avec une section d'investissement de plus de 10 millions d'euros. La CCPB a 3 budgets annexes, le CIAV, le très haut débit et les ordures ménagères. Pour le CIAV, le budget général s'élève à 2 456 300 euros. Ce budget table sur la montée en puissance de l'activité du site où le musée du Verre va ouvrir ses portes au 1er mai. Pour le très haut débit, le budget général s'élève à plus de 8 millions d'euros avec une section d'investissement de 3 millions d'euros. Ces investissements comprennent de l'extension de réseau, des nouveaux branchements et des travaux sur les têtes de réseau secondaires. Enfin, le budget ordures ménagères s'élève à 7,6 millions d'euros et comprend une section d'investissement d'1 million d'euros qui inclut en majorité le reste à réaliser de 2021, à savoir les factures des nouvelles poubelles. Le Conseil a aussi décidé de maintenir le taux de la taxe des ordures ménagères à 18% ainsi que les taux d'imposition. Merci Catherine pour ce condensé. Un budget général qui avoisine donc les 24 millions d'euros. Lors des 2 derniers conseils, la Comcom avait présenté ses comptes administratifs pour l'année 2021 ainsi que le rapport d'orientation budgétaire pour établir le BP, comme on l'appelle Margot, le budget primitif, le budget prévisionnel 2022. La collectivité s'appuie entre autres sur son résultat financier de l'année passée, mais aussi sur ce qu'elle avait budgété l'année passée et bien sûr sur les projets à venir. Et des débats avaient déjà eu lieu avant cette séance. Est-ce que cette fois, il y a eu des réactions ? Effectivement, pour les élus, les chiffres présentés ne sont pas vraiment une surprise. Certains points ont suscité des réactions. Le président Suc a d'ailleurs anticipé certaines questions, comme celle des charges de personnel. Entre 2020 et 2021, elles avaient augmenté de 300 000 euros en raison des différents remplacements et recrutements. Pour 2022, la rémunération du personnel évolue très peu. Elle avoisine les 1,4 million d'euros, sachant que la Comcom compte près de 150 agents. Au final, quels sont les points qui ont suscité le plus de réactions durant la séance ? Alors un des premiers, c'est la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Pour la prévention des inondations, 150 000 euros n'ont pas été dépensés en 2021. Il a été proposé d'y ajouter 250 000 euros, ce qui porte le budget primitif total à 400 000 euros. Claude Barbian, maire de Anvillers, a demandé plus de transparence sur l'utilisation de cet argent. David Suc a répondu que les moyens affectés à cette compétence sont toujours utilisés et qu'ils le seront, notamment pour l'achat de matériel pour le service technique. Claude Barbian a donc proposé de faire un budget annexe. Le président n'est pas contre. Il faut savoir aussi, Margot, que la taxe GEMAPI, elle est prélevée sur la taxe foncière auprès du contribuable. La Comcom a voté à l'unanimité le maintien de cette taxe qui représente une recette tout de même de 310 000 euros. J'imagine que ce n'est pas le seul point qui a fait débat. Non, en effet, et d'ailleurs ça commence à être une habitude. Il s'agit de l'étude sur l'exercice des compétences, notamment l'eau, l'assainissement et la GEMAPI. Pour cette étude, la Comcom a proposé un budget primitif de 230 000 euros. Au Pays de Bitche, la plupart de ces compétences sont actuellement assumées par le SDEA. Une étude pourrait remettre en cause l'implication de ce syndicat sur le territoire. Francis Vogt et Christian Schwalbach ont demandé quelques éclaircissements. On les écoute. Donc aujourd'hui, par rapport au SDEA, je ne vois pas trop quelle est l'étude, à quoi doit aboutir cette étude. C'est une étude comparative, on peut comparer à quelque chose. Donc c'est une collectivité, si on veut le comparer à un privé, il faut les deux études pour pouvoir voir quelle est la solution la plus intéressante, mais ça, j'ai du mal à comprendre. La difficulté aujourd'hui, c'est que les intercommunalités sont tellement importantes que si on avait ce prisme de la mutualisation et des économies d'échelle, alors c'est par exemple dans l'intercommunalité même qu'il faudrait gérer l'assainissement. L'étude doit pouvoir mesurer aujourd'hui à la fois les recettes, à la fois les dépenses,
à la fois ce qui pourrait être mutualisé aussi à l'intercommunalité. Vous savez qu'aujourd'hui, les moyens financiers qui sont consentis à ce syndicat financent aussi le siège, financent aussi la gestion globale et générale de ce syndicat dont nous sommes membres, avec plus de 450 autres communes. Est-ce que demain, en fonction de l'orientation de l'étude, est-ce que les projets vont revenir à l'Interco ou il faudra financer si à un moment donné une sortie du SDEA est envisagée? Donc il reste quand même encore des projets lourds à porter sur le territoire. Lorsque vous évoquez quelques lourds dossiers, vous avez raison, je prends au premier rang desquels la vallée de la Schwalbe. Dossier, je parle sous contrôle de l'ancien président de la commission locale, dossier de plus de 6,5 millions, pour lequel l'agence de l'eau a validé des subventions substantielles pour Épin, je parle sous contrôle du maire d'Épin, pour lequel le département a validé 1 200 000 €, dont 350 000 pour Épin. Ces travaux ont été réalisés. Voilà, le président Suc défend aussi sa position en tant que vice-président du conseil départemental de la Moselle. Il a dit qu'il allait s'adresser prochainement au SDEA pour que davantage de travaux soient engagés sur le territoire. Le Pays de Bitche sortira-t-il du SDEA? Affaire à suivre. En tout cas, on entendra à nouveau parler de cette étude, Margot, c'est certain. Oui, je pense aussi. Est-ce qu'il y a un autre point dont tu voulais nous parler ? Oui, rapidement, il s'agit de l'achat des bâtiments Saint-Alor, des bâtiments qui se trouvent sur le site Aigné, à proximité du siège de la Comcom. La collectivité a fait valoir son droit de préemption, elle est donc prioritaire pour l'achat. Elle a déjà acheté une première tranche pour plus de 234 000 €. Hier soir, les élus ont voté à l'unanimité l'achat de la seconde tranche pour plus de 215 000 €, soit un total de 450 000 €. Et la question qu'on se pose tous, à quoi vont servir ces bâtiments? Oui, c'est une bonne question, Margot. Je l'avais déjà évoqué lors d'une chronique précédente. L'objectif est d'y installer la future maison France Service. En revanche, il n'y a pas encore de projet pour l'ensemble des bâtiments. Plusieurs idées ont été proposées, comme un espace pour l'incubation d'entreprises, l'accueil de séminaires ou bien des hébergements à vocation sociale. Christian Schwalbach a souligné le fait qu'il reste encore de grandes zones d'ombre sur le futur de ces bâtiments et qu'il faudrait un projet d'ensemble. Le président Suc a répondu qu'avant de monter un projet, il est préférable d'être propriétaire des lieux. Eh bien, merci beaucoup David d'être revenu pour nous sur ce conseil et on te retrouve très vite sur ce plateau. On va continuer avec des bonnes nouvelles. Voilà maintenant plus de 2 ans que la micro-crèche Les Petits Verriers est ouverte à Montbronne. La structure a réussi à trouver son public et à survivre à la crise sanitaire. L'association Pirouette et Cacahuète, qui en est gestionnaire, continue de la développer. Thibaut Desmerlet est allé à leur rencontre. Regardez. La microcrèche Les Petits Verriers a du succès depuis son ouverture. Aujourd'hui, c'est 30 familles qui bénéficient de la structure. Des enfants qui viennent du Pays de Verre et de Cristal, mais aussi d'Alsace-Bossu, de Rohrbach ou de Petit-Réderchin. Durant la crise sanitaire, la microcrèche s'est adaptée et a survécu grâce à plusieurs soutiens. Elle est repartie sur de bons rails. Ça se passe bien, on a atteint une vitesse de croisière on va dire, du coup voilà, on a augmenté au niveau de l'équipe les professionnels présents, donc on était à 3 professionnels à l'ouverture, là on est passé à 5 professionnels en tout du coup dans la structure. Ce qui leur permet d'accueillir 12 enfants sur une même journée. La structure a aussi investi dans du matériel et des nouveaux jouets. À l'extérieur, une terrasse de 60 mètres carrés a été installée et un futur espace vert de 100 mètres carrés sera créé. L'association Pirouette et Cacahuète, qui gère la microcrèche, travaille sur un projet d'accueil pour passer de 12 à 14 enfants en simultané et embaucher une ou un professionnel. L'équipe a dû refuser plusieurs dossiers de famille au vu du grand nombre de demandes d'admission. Sur l'année 2021 en cours, malheureusement, effectivement, il faut savoir qu'une crèche a des places qui s'ouvrent uniquement à partir de septembre lorsque les enfants de l'année précédente vont partir en maternelle. D'ailleurs là, on va voir, ça y est, nos premiers enfants de 2020 qui vont aller à la maternelle fin 2022, en septembre 2022. Donc des places vont s'ouvrir. Les préinscriptions sont ouvertes. L'association a déjà en tête l'idée de bâtir une structure supplémentaire. Allez crococo, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
Allez, changement d'ambiance à l'approche des JO de 2024. Le président du département, Patrick Weiten, a réuni au stade Saint-Symphorien à Metz les collectivités labellisées Terre de Jeux et les centres de préparation pour le premier rendez-vous Moselle Terre de Jeux. Les champions mosellans Quentin Bigot et Aurélie Muller étaient notamment présents. L'objectif, lancer l'action départementale auprès des clubs et des sportifs mosellans. Reportage de Florian Tonizzo. 835 jours avant le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le compte à rebours est lancé pour le territoire et ses clubs sportifs. Une trentaine de sites ont été identifiés pour accueillir les différentes délégations qui participeront au plus grand rendez-vous sportif de la planète. Le département compte investir dans les équipements reconnus comme centre de préparation des Jeux pour accompagner les communes dans l'accueil des délégations. Là, je viens de signer une convention avec la Fédération française de volleyball, puisque nous allons accueillir 6 équipes de volleyball féminin qui viendront se confronter en Moselle dans un tournoi pré-olympique. On a Canada, on a Japon, enfin on a des équipes prestigieuses, et l'équipe de France. Donc pour nous, c'est aussi ce qui est important, c'est à la fois montrer du sport de très haut niveau à notre jeunesse, c'est mobiliser les volleyeuses et volleyeurs de Moselle, mais c'est aussi donner une dimension attractive à l'ensemble du territoire, nos capacités d'accueil, d'hébergement, de loisirs. Le département compte également accompagner les sportifs et sportives mosellanes avec des contrats d'objectifs jusqu'au jour J. Et tout est fait pour veiller au bien-être des athlètes. C'est assez simple, il faut des équipements fonctionnels, un hébergement, une restauration, tout ça à proximité, et tu rajoutes une journée culturelle et en fait le sportif est au milieu de son cocon et il prépare les Jeux Olympiques sereinement. On sent que l'événement est quand même très suivi, très porté. En tout cas nous, en tant que sportifs, ça donne une petite pression qui est positive, très positive justement pour nous rebooster. Moi quand je viens à un événement comme aujourd'hui, ça me rebooste. Ça me donne envie de rien lâcher, encore moins lâcher de choses et m'entraîner encore plus dur tous les jours pour être bon en 2024. À travers le sport, le département espère ainsi apporter une valeur ajoutée économique et touristique à toute la Moselle et permettre à son territoire de côtoyer le gratin du sport mondial. Le gratin de la chanson, lui, se côtoie dans les concours de chant. En France, le Graal, c'est bien sûr l'émission The Voice, une belle scène qu'un jeune talent de Homburo a eu la chance de fouler. Matteo Licata jongle entre les répétitions pour l'émission et ses cours de terminale. Pour préparer sa prochaine prestation, il continue de s'exercer dans son école à Forbach. Reportage de Maxime Lefebvre. Il n'a que 18 ans, mais a tout d'un grand. Matteo Licata est un jeune lycéen de Homburo. Il participe cette année à l'aventure The Voice sur TF1. Très grosse pression, très gros stress, parce que du coup premier concours pour moi, j'avais jamais fait de concours auparavant et d'aussi grosses scènes. J'ai fait quelques scènes ici dans le coin de chez nous du coup pour des scènes d'été, première partie aussi j'ai déjà fait d'une comédie musicale La Lune Grise ou première partie de Julien Strelzik, un humoriste, mais jamais d'aussi grosses scènes. Sélectionné dans l'équipe d'Amel Bent, il participera bientôt à la deuxième étape du programme. En attendant, il poursuit sa préparation vocale, coaché par une autre artiste de la région et ancienne participante de l'émission, Marina D'Amico. Je savais un petit peu par son passé qu'elle a pu me raconter, parce qu'elle a vécu elle, comment ça se passait un petit peu, et c'est sûr que ça aide. En plus c'est un grand soutien, Marina, c'est-à-dire que on s'est beaucoup rapproché aussi grâce à l'émission, donc c'est passé d'une coach à une amie, tout ça, donc c'est vraiment un gros soutien pour moi. Les deux artistes ont même collaboré sur un titre sorti fin mars, J'y crois. Si on m'avait dit que tu ne serais plus là, je leur aurais dit que j'ai le mal de toi. Une exposition soudaine qui ne fait pas perdre la raison aux jeunes chanteurs. Oui, il y a un petit changement, surtout via les réseaux sociaux, quoi. C'est là où on le remarque le plus, parce que du coup, le nombre de followers sur Instagram ou sur peu importe le réseau, c'est sûr qu'il augmente un peu plus, mais dans ma vie de tous les jours, ça change pas des masses, ça change pas grand chose, quoi. Je suis toujours Mathéo, je vais au lycée, je viens prendre des cours et voilà. Matteo Licata trace son chemin. L'année prochaine, il enseignera le chant et le piano dans l'école de Marina D'Amico. D'ici là, son aventure dans The Voice continue.
Et on lui souhaite bien sûr d'aller le plus loin possible. Allez, à Sarreguemines, la fête foraine de Pâques est en train d'être installée. C'est un retour très attendu par les professionnels qui n'avaient pas pu installer les manèges pour ce rendez-vous traditionnel ces 2 dernières années en raison de l'épidémie de Covid. Reportage de Guillaume Dumonteil. La chenille va bientôt redémarrer. Vendredi à 14h débuteront les premiers tours de manège. Comme c'est la tradition à Pâques, les personnes qui se rendront sur le parking de la Grande Armée pourront se divertir grâce aux attractions de la famille Kinner. Des manèges pour petits et grands qui seront en fonction jusqu'au 24 avril inclus, chaque jour à partir de 14h. En raison de la fête foraine de Pâques, il est interdit de stationner et de circuler jusqu'au 26 avril inclus sur le parking situé à l'arrière du commissariat, sur celui de la Grande Armée et sur celui situé à côté de la rue de la Grande Armée. Pour néanmoins permettre aux automobilistes de se garer, le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines est gratuit pour tous jusqu'au 26 avril inclus. Allez, plus que quelques jours avant Pâques, même si la fête est nationale, les coutumes ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. C'est le cas en Alsace-Moselle où les cloches qui apportent les œufs en chocolat ont laissé place au lapin, enfin plutôt au lièvre. On vous explique d'où vient cette tradition dans ce reportage, regardez. En France, ce sont les cloches qui emmènent les œufs de Pâques. Mais dans le Grand Est, la tradition est un peu différente. Chez nous, ce ne sont pas les cloches, mais le lièvre de Pâques. On a voulu comprendre pourquoi et nous avons posé la question aux premiers concernés. C'est un certain George Frank von Frankenau, professeur de médecine à Heidelberg à la fin du XVIIe siècle, qui a trouvé les premières traces de ma vie sur Terre. Je suis née en Allemagne et j'ai traversé la frontière après l'annexion de la France. Mais d'ailleurs, der Osterhase, ça ne veut pas dire lièvre de Pâques? Si, tous les Français font cette erreur. Je ne suis pas le lapin de Pâques, mais bien le lièvre. Ostern, Pâques, Hase, lièvre, lapin, Kaninchen. Et tu serais née à cause d'une dame qui était pauvre? C'est exact. Elle avait caché des œufs décorés dans son jardin parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait offrir à ses enfants. Ils sont partis à leur recherche et ils ont croisé, devine quoi, un lapin. Les petits ont donc cru que c'était l'animal qui leur avait apporté les œufs et non leur mère. Mais ce n'est pas la seule légende qui existe si je ne me trompe pas. Il y a aussi une histoire avec une certaine déesse allemande originaire de la Saxe, non? Oui, à l'époque, on célébrait Eostre au début du printemps. Son prénom a d'ailleurs donné naissance au mot Easter, ce qui signifie Pâques en anglais. Et cette déesse avait pour emblème le lièvre, ce qui a donc donné le lièvre de Pâques qu'on connaît aujourd'hui. Si vous étiez à la recherche d'anecdotes originales à raconter lors du repas de Pâques, vous en avez désormais. Mais quelles que soient les croyances entre les cloches et le lièvre, nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On verra des images inédites des forces militaires françaises en Côte d'Ivoire. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on va pouvoir passer un beau week-end de Pâques. Les œufs en chocolat seront au rendez-vous et le soleil aussi. Dès demain, on retrouve le bleu du ciel et un soleil bien présent. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les paternes et il fera jour de 6h43 à 20h26. Passez tous un très beau week-end et de joyeuses fêtes de Pâques. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis.
AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Pour cette deuxième partie d'émission, je vous propose de voir des images ramenées par nos envoyés spéciaux partis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils nous dévoilent l'une des missions des militaires présents dans le pays, la formation des forces ivoiriennes. Grâce à un partenariat à l'armée française et en l'occurrence les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach apprennent les techniques les plus modernes aux militaires du pays. Quelques exemples dans ce reportage. De l'arrière vers l'avant. Maintenant, je vais passer au remontage de l'avant vers l'arrière. Aujourd'hui, au camp de Port-Bouët, c'est montage et démontage d'un AK-47, arme principale de l'armée ivoirienne. Cette formation est dispensée aux militaires ivoiriens par les forces françaises dans le cadre du partenariat militaire opérationnel signé en 2012. L'occasion d'intégrer les procédures de sécurité lors de l'utilisation de l'arme. De savoir comment réagir après un tir et surtout tout ce qui est la chronologie nécessaire après un tir. Tout simplement, leur inculquer les savoir-faire et les savoir-être à la manipulation de l'AK-47. Et après, eux-mêmes aussi nous apprennent des choses et nous, on est en complément d'informations concernant leur armement qu'ils ne connaissent pas précisément, surtout de manière de la nomenclature et de la sécurité. Finalement, c'est un échange qui s'opère entre les deux armées. Pour le sergent-chef Fréjus des forces armées ivoiriennes, c'est l'occasion de se professionnaliser. Normalement, ce qu'on ne connaissait pas trop, c'était comment le retrait des cartouches, les différentes postures de l'arme. Il faut juste faire gaffe à l'index, d'accord, pas qu'il touche la queue de détente. Aussi le démontage, parce que ça c'est beaucoup fréquent. Il y a certains qui utilisent le AK-47 mais qui ne savent pas vraiment la démonter. Ces militaires seront ensuite voués à devenir formateurs auprès de jeunes recrues. Le but de notre formation, c'est de réapprendre, de transmettre ce qu'on a appris à nos jeunes qui viennent bientôt. En plus de la sécurité, la formation s'oriente également vers le secourisme. Après, ce qu'on va essayer de leur apprendre, c'est aussi une trame pédagogique dans la structure d'une instruction ou d'un cours pour qu'ils puissent ensuite, une fois de retour dans leurs unités, les dispenser correctement à leurs subordonnés. Les stagiaires n'ont quasiment aucune base ni formation sur ce point. Pourtant, ils ont tous fait face à des blessés graves dans leur carrière militaire. Et pour les sauver, ils ont dû s'adapter avec les moyens du bord. C'est pas tous les jours qu'on a des infirmiers ou bien des médecins auprès de nous sur le théâtre des opérations. Donc à nous maintenant d'avoir un minimum de savoir pour les premiers soins, pour les premiers secours lorsque nous sommes sur le terrain. Reste que l'armée ivoirienne doit pouvoir suivre côté matériel, souvent limité sur le terrain. Ok, rotation. Et ce qui peut également sauver, c'est savoir comment réagir contre les engins explosifs artisanaux. Pour détecter leur position, les militaires effectuent une rotation aux abords du véhicule, pendant que d'autres se positionnent pour défendre le convoi. Un exercice grandeur nature pour automatiser la procédure. Ici, un engin explosif ou IED a été détecté. Donc tout de suite, ils ont mis en place un cordon afin de se protéger et de protéger la population autour. Puis ils ont attendu l'arrivée des spécialistes qui vont venir enlever l'IED. Et après, ils pourront reprendre leur progression ou soigner les blessés s'il y a des blessés. L'idée est d'approfondir et d'optimiser leur base. Une fois formés, ils transmettront les techniques aux nouvelles recrues, engagées récemment lors de la vaste opération de recrutement souhaitée par le président Alassane Ouattara en février dernier. Ces militaires auront pour mission de lutter contre la menace terroriste dans le nord du pays, à la frontière du Mali notamment. Avoir une arme beaucoup fonctionnelle à tout moment. Et demain, vous découvrirez davantage d'images de la Côte d'Ivoire grâce notamment à un long format exceptionnel réalisé par nos deux journalistes sur place. Vous y verrez des séquences de vie et d'entraînement inédites. C'est un documentaire qui sera précédé d'un entretien avec nos deux envoyés spéciaux qui témoigneront de leur expérience durant ce voyage où ils se sont plongés au cœur de l'univers des militaires. C'est à ne pas manquer demain à midi sur Mosaïque Cristal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée en notre compagnie.